Bonjour, bienvenue à tous sur la télé de la e-santé. Une question aujourd'hui toute simple et quelque part provocante un petit peu. Comment faire, comment les entreprises peuvent-elles faire pour que leurs salariés restent en bonne santé et soient donc plus productifs au travail? On pourrait aussi poser finalement la question à l'envers. Est-ce que c'est aux entreprises de prendre en charge la santé de leurs salariés? Mais vous allez le voir dans quelques instants. Il y a aujourd'hui des entreprises qui proposent des solutions de télésanté, téléconsultation, télésuivi de leurs salariés. Comment tout cela est-il perçu? Est-ce que c'est réellement efficace à l'arrivée pour les salariés, pour les entreprises? À mes côtés aujourd'hui, Franck Bodino, qui est à la fois, on peut le dire, diplômé de Sciences Po, mais aussi diplômé d'une faculté de médecine. Les deux sont rarement accolés. Vous avez créé et dirigé H4D, qui est une société qui propose, entre autres, des cabines de téléconsultation installées pour certaines d'entre elles au sein des entreprises. On va les découvrir dans quelques instants. Et Pierre Brun d'Harmonie Mutuelle, qui est un acteur majeur dans le monde mutualiste en France. On le rappelle, 4,5 millions de Français bénéficiaires de vos services. Et vous êtes, vous, au sein d'Harmonie Mutuelle, directeur de la stratégie de l'offre d'innovation. Mais je voudrais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, finalement, de cette santé au travail, santé des salariés, productivité des salariés, avec cette cabine de téléconsultation mise au point par H4D qu'on retrouve déjà dans de nombreuses entreprises et qu'on découvre tout de suite en images. Voici cette cabine de téléconsultation assez surprenante. Vous nous dites, Franck Bodino, qu'on peut faire à peu près 90% de ce qui est traité dans un cabinet de médecin traditionnel. Oui, tout à fait. Alors avant toute chose, merci de m'inviter et de m'offrir cette tribune. Comme vous l'avez dit en introduction, avant toute chose, je suis médecin. Et je travaillais en France, à l'étranger, dans des zones sous-médicalisées. Et l'idée qui a initié ce projet de cabine de télémédecine, c'était qu'en tant que praticien, je me suis posé la question de comment pouvoir faire accéder des populations qui étaient dans des territoires complètement isolés à la santé, à un médecin, mais de manière professionnelle. Et là, on voit, alors dans cette cabine, on peut prendre grosso modo son pouls, on peut regarder aussi, faire un examen ORL assez rapide. Qu'est-ce que l'on peut faire d'autre? Son poids, sa taille, quel type d'examen encore supplémentaire, des choses autour des yeux notamment? Oui, alors il y a toute une série d'examens qui sont disponibles, mais avant toute chose, cela va dépendre du besoin.
Je voulais commencer par ça en disant qu'il y a une indication à la pratique de la télémédecine. C'est pas n'importe qui, n'importe comment qui a accès. Et au-delà de la technologie, il y a tout un parcours. Maintenant, dans la consultation, une fois que le médecin a terminé son interrogatoire, d'accord, et qu'il veut commencer son examen clinique, il va disposer de toute une instrumentation, stéthoscope, otoscope, dermatoscope, la capacité de prendre la tension, le poids, la taille, faire des examens visuels, auditifs, voir un électrocardiogramme, voir un fond d'œil pour les spécialistes, etc. Et tout ça à partir de cette cabine. On a vu, le patient, il est allongé, il a comme un écran en face de lui, il voit le médecin auquel il est en train de parler. C'est qui? C'est un médecin qui est salarié de votre société? Non, les médecins ne sont jamais salariés de H4D. Les médecins sont toujours indépendants. Après, en fonction des environnements, on va travailler avec les médecins du département, par exemple. Les médecins sont toujours inscrits à l'ordre en France, pour les cabines qui sont utilisées en France. Lorsqu'on est dans des territoires de désertification médicale et qu'on répond à cette problématique dont on entend parler aujourd'hui tous les jours dans les journaux, on travaille et on s'appuie généralement sur les médecins des maisons médicales de garde. Après, s'il n'y a pas de médecins locaux, nous on a des pools de médecins qui travaillent avec nous, mais qui ne sont jamais salariés de la société. Donc vous pouvez avoir des plateaux de médecins en tout cas qui peuvent pallier un manque de médecins localement. Tout à fait, aujourd'hui on a 3 plateaux en France de médecins. Comment ça se passe? Est-ce que les médecins qui font ces consultations, alors ils ont des plannings? Si ce sont des médecins, vous dites en maison de garde ou des médecins locaux, ils y consacrent, je ne sais pas, une journée, une demi-journée. Comment ça se passe de manière concrète? Alors de manière très concrète, cela dépend à nouveau des environnements. Les médecins, par exemple, des maisons médicales de garde, ont contractualisé dans un contrat tripartite généralement avec l'agence régionale de santé, etc. Et s'engagent, lorsqu'il y a une demande, à prendre la consultation. Par exemple, il est 23h. Une personne est malade, il n'y a pas de médecin de garde autour, évidemment s'il y a un médecin, la personne fait appel à ce médecin, mais s'il n'y a pas de médecin, il y a des protocoles d'inclusion et d'exclusion, donc la personne va appeler le centre 15, on forme les médecins du centre 15, et le médecin va proposer, s'il n'y a pas d'urgence vitale, à la personne, plutôt que d'aller à l'hôpital, qui est parfois à 3 quarts d'heure, 1 heure de route, de se rendre en bas de chez elle. À ce moment-là, le médecin qui a fait la régulation prévient son confrère, qui s'est engagé à prendre la consultation à une heure déterminée, par exemple à 23h30. Après, la patiente arrive dans la consultation, elle est accueillie par un médiateur qui n'est pas un personnel. Mais c'est pas un photomaton, on rentre pas comme ça dedans, on n'en sort pas comme on veut. Non, il y a des critères d'inclusion, d'exclusion, il y a des indications et il y a une prise de rendez-vous. Dans le mode téléconsultation. Alors, vous faites très bien de le rappeler, on est en téléconsultation, c'est-à-dire qu'on est là en acte médical, un acte médical qui est codifié, mais qui est également reconnu du coup et remboursé par la sécurité sociale. Alors, je serai un petit peu plus nuancé sur le dernier point, hélas. Mais vous me permettez de faire le distinguo entre e-santé et télémédecine. D'accord, la e-santé c'est du registre du commerce, la télémédecine c'est du registre médical. C'est-à-dire que nous, les données sont cryptées, elles sont sécurisées, il y a une reconnaissance du patient, une reconnaissance du médecin, il y a un hébergement sécurisé aussi et anonyme, et la cabine est un dispositif médical de classe 2, c'est-à-dire de la même qualité que ce que l'on peut avoir par exemple à l'hôpital. Ensuite, c'est une prise en charge qui est reconnue par un décret qui est rentré en application en 2011, un décret de 2010 qui reconnaît et qui encadre la pratique de la télémédecine. Maintenant, il manque en France, et c'est un des problèmes, un acte remboursé par la CPAM, mais à partir d'un parcours professionnel, on peut faire rembourser cet acte. Et c'est ce qui distingue complètement à nouveau la télémédecine de la e-santé. Alors vous disiez que vous aviez pensé effectivement créer cette cabine au départ pour des régions avec des vrais déserts médicaux, voire des régions du Sud tout simplement où on manque de médecins, on manque de praticiens. À l'arrivée, et c'est bien le thème aujourd'hui de notre rencontre autour de l'entreprise, c'est pas dans des régions désertes ou extrêmement rurales qu'elle est automatiquement implantée cette cabine. Non, elle est aussi implantée ailleurs qu'en France dans des déserts médicaux, en France dans des déserts médicaux relatifs, mais aussi dans des entreprises, puisqu'en fait l'entreprise évolue vers un espace de santé. On y reviendra probablement, et on se rend compte qu'on parle beaucoup de désertification médicale, mais la sous-médicalisation peut être due aussi à des raisons sociales, des raisons économiques. Par exemple ? Écoutez, c'est très simple, quand vous êtes un travailleur salarié, vous avez une réunion, vous avez quand même une bronchite, mais vous dites bon, la réunion, je ne peux pas. Je vais pas, j'hésite. Voilà, je dois y aller, je sais que je dois aller aussi chez mon médecin, mais je reporte le rendez-vous. La bronchite se transforme en pneumopathie. À la fin, c'est 15 jours d'arrêt de travail. D'accord ?
Et donc là, on voit bien qu'il y a un problème d'accès aux soins. Je prends l'exemple de Paris et sa proche banlieue, où les gens font parfois 1h30, 2 heures de transport le matin et le soir. Lorsqu'ils arrivent le soir, il n'y a plus de médecins disponibles, si ce n'est à l'hôpital. D'accord ? Et donc là, toute la problématique que les entreprises se sont posées, mais qui a été aussi relevée par l'agence régionale. D'accord ? Donc ce ne sont pas que les entreprises qui mettent le doigt là-dessus, c'est comment proposer un service de proximité simple, facile d'accès, mais professionnel à mes salariés. Ah, je note quand même au passage ce que vous nous dites, c'est que ces cabines, il y a une demande dans la région qui est probablement la plus urbaine de France, qui est la plus peuplée et qui est l'une des 2 régions les plus équipées en médecins, et vous dites, bah non, derrière il y a la sous-médicalisation et on a des problèmes d'accès aux soins, et c'est dans cette région que vous êtes aussi implanté. Quel type d'entreprise ou quel nombre d'entreprises sont déjà aujourd'hui équipées de cette cabine ? Alors il y a plusieurs entreprises et je les laisserai communiquer là-dessus, nous avons des accords avec elles. Généralement ce sont des entreprises où il y a un bassin de salariés d'à peu près à minimum 350-400 personnes, minimum sur site. Parce qu'après il y a des questions aussi d'effets de seuil. D'effets de seuil, exactement. Ceci étant, lorsque l'on intervient dans les entreprises, nous n'intervenons pas qu'en mode téléconsultation. Et en plus, ce mode-là est proposé de manière extrêmement précise pour être toujours coordonné avec le médecin traitant. Premier point. On intervient aussi en mode télésurveillance avec la mise en place de vrais programmes de prévention, de dépistage, de suivi, où on propose par exemple le mois du cœur, etc. Et donc ça marche de 2 manières. Alors attendez, que je comprenne bien. Dans ces entreprises qui peuvent faire 350, 500, voire plus de salariés, voire des groupements d'entreprises qui atteignent aussi cette masse critique, qu'est-ce qu'on a ? On a dans le hall d'entrée la cabine qui est posée comme ça, et puis on peut s'y faufiler en arrivant. Comment ça se passe très concrètement ? Alors, à nouveau, il y a un parcours de soins, il y a une prise de rendez-vous et tout est encadré. D'accord ? C'est pas la foire d'empoigne. Il n'y a pas des sièges d'attente. D'accord ? Tout est extrêmement encadré. La consultation peut être dans le hall d'entrée, on a un exemple, d'accord, mais à ce moment-là, nous, on construit autour un espace intimiste. Même si pour les personnes qui connaissent la consultation, vous êtes dans un cocon, vous êtes dans un environnement, d'ailleurs souvent c'est assimilé à un cabinet médical connecté, le médecin étant à l'extérieur, mais c'est un environnement quand même privilégié. Ensuite, le salarié qui est malade, on propose une plateforme de prise de rendez-vous qui nous permet de coordonner les actions dans des horaires généralement d'ouverture de l'entreprise. Le salarié prend rendez-vous, d'accord, et puis il descend. Et à ce moment-là, il est accueilli. Alors, soit la consultation peut être coordonnée avec la conciergerie d'entreprise, soit parfois avec une infirmerie locale, d'accord. Mais il y a un personnel qui est là pour accueillir. Ensuite, le patient ou le salarié s'installe, met sa carte vitale. Et après, va faire une consultation médicale. Alors, tout ça est bien pratique lorsque je suis salarié, je suis à bourg tout simplement sur mon travail, j'ai une bronchite, mais je fais le choix d'aller travailler plutôt que d'aller voir mon médecin pour ne pas perdre de temps de travail. Et je sais que j'ai une cabine de téléconsultation, de toute façon, sur mon lieu de travail. Je me fais quand même l'avocat du diable. Quid de l'intimité de chaque salarié ? C'est-à-dire, si je vais consulter sur mon lieu de travail, j'ai beau me cacher et raser dans les couloirs, je vais forcément être vu par mes collègues, je vais être vu par mon chef, il y a un accueil, il y a un médiateur, donc la concierge ou quelqu'un qui est désigné dans l'entreprise pour m'accueillir, donc il y a quelqu'un qui sait que je vais consulter dans cette cabine. Bien sûr, même s'il y a tout un espace de confidentialité, mais si vous ne venez pas dans votre entreprise parce que vous êtes malade, de facto, on sait que vous êtes malade. Donc c'est mieux que rien. Vous ne croyez pas ? Après, évidemment, ce n'est jamais dans des flux de passage, d'accord ? Il y a toute une logistique autour, mais quand quelqu'un s'absente 1, 2, 3 jours parce qu'il est malade, on sait qu'il est malade. Ouais. Autre question, on est tous censés être suivis aujourd'hui, au moins si on veut se faire complètement rembourser, par un médecin de famille, en tout cas médecin référent. Qu'est-ce qui se passe au niveau de cette cabine et des médecins qui y exercent ? Alors c'est pour ça que je reviens sur votre propos juste dans votre question précédente. Nous on intervient lorsque le médecin traitant n'est pas disponible. D'accord. Systématiquement, lorsque le patient rentre dans la consultation, il y a un compte-rendu qui est imprimé et qui est à adresser au médecin traitant. Nous n'avons absolument pas vocation à pallier un manque de médecins traitants. Les médecins qui travaillent avec nous ne sont jamais des médecins traitants des salariés. D'accord, premier point. Deuxième point, les prises de rendez-vous se font le jour même ou au plus tard pour le lendemain matin.
C'est-à-dire qu'on n'est pas là justement pour avoir une organisation à 1-2 semaines des prises de rendez-vous. Et tout ça est toujours fait en conciliation et en accord avec l'écosystème médical local. Est-ce que vous avez des retours, enfin je veux dire des retours étudiés, quantifiés, qualifiés, c'est pas un médecin que je vais apprendre ça, sur l'utilisation de cette cabine? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et là, en plus, ce sont des demandes de la part des institutionnels. À l'heure actuelle, après plusieurs milliers de passages, c'est pas 10-20 passages, après plusieurs milliers de passages, il y a un taux de satisfaction, c'est-à-dire de qualité de prise en charge, notamment de la part des patients qui avoisinent les 99%. Donc on voit bien que le service rendu est là. De manière plus générale, on sait que statistiquement, 70% des salariés estiment que leur entreprise est légitime pour proposer ce genre de service. Et donc c'est plébiscité. Maintenant, j'y reviens, on fait de la médecine, on ne fait pas de la e-santé, donc c'est à chaque fois dans des parcours coordonnés où le médecin traitant est intégré et dans le cadre d'une prise en charge. Pierre Brun, vous qui allez travailler chez Harmonie Mutuelle le matin, vous avez déjà posé la question de rester à la maison si vous aviez de la fièvre, pas bien, des maux de ventre ou je ne sais, plutôt que d'aller travailler? Si ça m'arrive, je consulte mon médecin traitant. Ah oui, vous allez vraiment consulter, vous n'allez pas au travail? Je consulte mon médecin. Je peux y aller, puis si ça ne va pas mieux, je consulterai mon médecin traitant. Vous seriez prêt dans ce type de cabine? Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Si elle était sur votre lieu de travail aussi? Pourquoi pas? Alors vous êtes parti chez Harmonie Mutuelle sur d'autres solutions, également destinées pour les entreprises. Il y a une solution qui s'appelle Better Eyes, qui est une société dans laquelle on va retrouver Michel Simès, qui est un médecin connu et qui exerce aussi à la télévision sur un autre écran. C'est une solution qui propose à chaque personne de mieux se prendre en charge au niveau de sa santé. Et vous aimeriez bien que des entreprises proposent aussi cette solution à leurs salariés. Alors qu'est-ce que c'est que Better Eyes? La réponse tout de suite. Nous pensons qu'une bonne santé est la base d'une vie heureuse et épanouie. Nous pensons que rester en bonne santé doit être un plaisir. C'est pourquoi nous avons créé Better Eyes pour vous aider à vivre mieux et à prendre soin de votre santé. Better Eyes est le majordome de votre bien-être et de votre santé grâce à son algorithme comportemental unique au monde. Il apprend à vous connaître et vous accompagne en douceur pour vous aider à mieux profiter de la vie. Better Eyes est intelligent et ça change tout. Better Eyes regroupe un très grand nombre de fonctionnalités. Retrouvez chaque jour spécialement pour vous des conseils personnalisés, des recettes de cuisine, des articles de fond, des quiz, des défis parfaitement adaptés à votre profil, à votre comportement, à votre contexte et même à la météo autour de vous. Et ce n'est pas tout. Pour vous aider à atteindre vos objectifs santé et bien-être, Better Eyes vous propose un accès illimité à des programmes de coaching, eux aussi totalement personnalisés. Nutrition, activité physique, sommeil, stress. Ces programmes proposés par nos experts couvrent l'ensemble des sujets qui vont vous aider à être mieux dans votre corps et mieux dans votre tête. Compatible avec les principaux objets connectés aujourd'hui disponibles, Better Eyes vous permet en plus de réunir l'ensemble de vos données sur un tableau de bord complet, simple et intuitif. Et comme Better Eyes sait analyser et interpréter ces données, vos données, l'ensemble du contenu s'adaptera à votre comportement. Oui, vous avez bien compris, c'est tout Better Eyes qui s'adaptera à vous. Vous n'avez pas d'objet connecté? C'est pas grave. Better Eyes fonctionne aussi très bien sans. L'approche scientifique de Better Eyes et l'ensemble de son contenu ont été conçus, étudiés et mis en place par un collège d'experts et de médecins réputés. Ce contenu, imaginé par des spécialistes, est unique en son genre et il aborde les principales thématiques ayant un impact sur notre santé. Jamais un service n'aura couvert autant de thématiques au service de votre bien-être. Better Eyes est aujourd'hui disponible sur le web et sur de superbes applications iPhone et Android pour que vous puissiez vivre l'expérience comme vous le souhaitez, où que vous soyez. Et nous allons encore plus loin. Vous pouvez également retrouver Better Eyes via une application sur votre montre connectée. Tous ces points font de Better Eyes un service unique pour vous aider à prendre soin de votre santé d'une manière totalement nouvelle et pour vous aider à vivre mieux. Nous pensons que Better Eyes est le service le plus complet, le plus diversifié, le plus crédible et surtout le
plus adapté à vos besoins et à vos usages. Nous sommes convaincus que la prévention est l'avenir de la médecine. Nous avons conçu Betterize pour y contribuer. Bienvenue sur Betterize. Le système Betterize, Pierre Brinch, Harmonie Mutuelle. C'est plus facile de promouvoir un système lorsqu'on a parmi les fondateurs de ce système un médecin qui est connu, qui passe tous les jours à la télé? Alors on va dire que ça peut être un atout, effectivement, ça va aider. Mais ce qui est le plus important, c'est peut-être dire que Betterize, il est vraiment à l'image de Michel Simès, c'est-à-dire que Betterize, il propose surtout de dédramatiser des choses, de rendre les choses beaucoup plus sympas, et surtout d'arriver à inscrire dans le quotidien des évolutions de son comportement qui seront bénéfiques pour sa santé. Donc c'est une bonne alliance entre Betterize et Michel Simès. Effectivement, c'est porteur. Par contre, une petite rectification par rapport à ce que vous avez dit, c'est déjà en place pour les entreprises, puisqu'on l'a lancé en janvier 2015. On a été le premier opérateur, pas pour faire cocorico, mais parce que c'est la simple vérité, à lancer ce type de solution à grande échelle. Donc en janvier 2015, auprès de toutes les entreprises adhérentes d'Harmonie Mutuelle, pour mémoire, on en a quand même près de 50 000 entreprises aujourd'hui. On couvre des grandes entreprises comme Total ou des plus petites et des TPE. Et également, on l'a ouvert aux particuliers à partir de septembre 2015. Aujourd'hui, combien d'utilisateurs? C'est intéressant. Alors aujourd'hui, par les entreprises, voilà, notamment. Alors, on va dire au global aujourd'hui, sans rentrer dans le détail, parce que c'était surtout les entreprises au départ, on est en gros à plus de 12 000 utilisateurs aujourd'hui, 12 500 même, et ça monte tout le temps, en précisant que effectivement l'enrôlement va se faire par de l'emailing. Au départ, on avait fait des informations simplement pour dire que le service existait, mais très rapidement, on a vu que c'était pas suffisant. Donc on est passé sur une communication beaucoup plus numérique, ce qui s'imposait pour ce type de service, et à chaque email, ça peut générer 4 à 5 000 inscriptions. Donc plus on fera des emails répétés, plus le nombre va monter naturellement. Ce qui est en train de se mettre en place. Vous dites, là on est sur vraiment une application qui va prendre nos données, notre poids, notre taille, nos efforts, etc. pour nous conseiller sur des manières de rester en bonne santé. Vous dites qu'aux États-Unis, vous avez beaucoup regardé ce qui se passe là-bas. Ce type de programme, lui, il est beaucoup mieux intégré dans les entreprises. Alors c'est pas qu'il est, il est intégré de manière effectivement plus profonde, surtout par les opérateurs assurantiels. C'est-à-dire donc ce type de système existe aux États-Unis, on va dire de manière moins conviviale. Il faut le dire, c'est pour ça qu'on il n'y a pas Michel Simès encore aux États-Unis. Ouais, mais la manière même de faire l'application est moins conviviale et on y va avec moins d'attrait. Alors par contre, aux États-Unis, c'est intégré de manière fortement. Il faut comprendre aussi qu'il procède à de l'enrôlement, c'est-à-dire le mot veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est que l'entreprise activement va inciter ses salariés à utiliser ce type de programme. Ce qu'on ne fait pas, on va en reparler, c'est pas la même démarche pour Betterize en France. Et plus on a de salariés, moins on paye quelque part son contrat, son assureur. Sans être trop schématique, c'est un peu ça quand même. Ce type de solution est utilisé pour piloter pratiquement un régime de santé. Et donc, comme les sociétés américaines ou des sociétés comme Elsewise, qui sont leaders mondiaux aux États-Unis de ce type de solution, ils ont assez de recul pour voir ce que ça peut donner. Donc, dans notre débat, c'est intéressant à voir en termes de performance ou d'effet. Donc, en gros, c'est fait à l'américaine, c'est très schématique, mais en gros, un point d'utilisation en plus et un point de santé en moins. Donc, ça incite, et c'est prouvé, et donc ça incite les entreprises, effectivement, à enrôler le maximum de salariés dans ce type de programme. On pourrait faire un copier-coller de cette politique incitative en France, c'est-à-dire vous pourriez, vous, Harmonie Mutuelle, inciter vos entreprises adhérentes à inciter leurs salariés à s'inscrire pour baisser des cotisations? Alors c'est ce qui se passe, mais on est en France aussi, puis en plus on le fait de manière un peu différente aussi. Ce qu'on fait aujourd'hui, donc là c'est mis à la disposition des salariés de l'entreprise. L'entreprise peut soit communiquer elle-même sur ce service, donc si elle ne souhaite pas trop communiquer, les salariés n'iront pas dans ce service. Des entreprises l'intègrent bien dans leur politique RH et le mettent pratiquement même au cœur ou comme une des briques importantes de leur politique en matière de bien-être au travail. Et donc là, effectivement, ils vont en parler beaucoup autour d'eux et les salariés iront plus naturellement vers ce type de solution. On peut également faire des opérations d'emailing auprès des salariés, mais dans beaucoup de cas, c'est l'entreprise qui est amenée à communiquer elle-même sur la solution. L'entreprise peut récupérer également des données éventuellement sur les salariés, ou en tout cas, je ne sais pas, sur certaines pathologies ou risques ou traumatismes plus présents dans l'entreprise. Alors non, c'est très sensible. Là, on est sur les données. Et donc, en entreprise, pour que ce type de solution soit pleinement admise et intégrée par les entreprises, il nous est bien demandé par les partenaires sociaux, là, notamment, et les décideurs aussi en entreprise, de bien garantir que les données qui sont collectées, ce pas des données de santé au sens strict du terme, mais c'est quand même des données à caractère
personnels qui sont collectés, donc qui peuvent être sensibles aussi, soient bien hébergés chez un tiers. Et l'entreprise n'y a pas accès en direct, ni la mutuelle. Non, mais elle pourrait recueillir, je veux dire, des données si on s'aperçoit, les accidents du travail, oui, par exemple, sont oui. très nombreux à tel poste ou autre. Ça peut aussi aider l'entreprise à améliorer ses conditions de sécurité. Absolument. Donc, ce qui est tout à fait possible de faire, par contre, c'est des données anonymisées. Donc, bien sûr, on va faire remonter à l'entreprise, alors c'est avec la CNIL, hein, une entreprise qui doit être supérieure à 100 salariés pour éviter tout rapprochement. Dans ce cas-là, on peut fournir des données anonymisées, donc pour donner le taux d'utilisateurs dans l'entreprise, le type de programme suivi. Donc, ça peut donner un ensemble d'informations à l'entreprise sous forme anonymisée. Et là, le numérique, c'est merveilleux pour ça. Vous avez lancé les choses donc en 2015. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des retours chiffrés, quantifiés? Vous nous disiez tout à l'heure, aux USA, de manière très schématique, faut le dire. Un point d'utilisateur en plus, c'est un point de santé en moins. Est-ce qu'en France, vous avez des retours là-dessus? Alors aujourd'hui, on va dire, sur le plan statistique même, il n'y a pas assez de recul. Nous, on l'a lancé en janvier 2015. Il faudra avoir une durée un peu plus longue pour arriver à extraire ce type de statistiques. On peut dire que ce qui est observé aux États-Unis dans ce cadre-là, sur des données assez longues, sur des types de programmes analogues, on peut dire que ça devrait fonctionner de la même manière. Donc cette efficacité devrait se retrouver de la même manière en France. Ça dépend après, effectivement, dans l'entreprise. On en reparlera sur une étude qu'a fait le MEDEF là récemment, du niveau d'engagement aussi. Donc il faut qu'il y ait un taux suffisant de salariés également qui suivent ce type de programme. Mais c'est tout à fait possible à avoir comme type de données. Donc à retenir quand même, c'est des données anonymisées et pas des données après personnelles. Ouais. Franck Bodino, tout à l'heure, vous nous parliez de l'acceptabilité ou de l'acceptation, puisque qu'on est aux chiffres que vous nous donniez, de l'acceptation de ces cabines de consultation d'entreprise. Est-ce que vous avez là aussi des retours chiffrés? Est-ce qu'on a des baisses de taux d'absentéisme ou d'autres données de santé qui ressortent de ces entreprises? Alors là, à nouveau, on touche à la distinction entre la e-santé et la télémédecine. C'est-à-dire que nous, on n'a pas besoin d'écrire dans un contrat qu'on ne va pas utiliser les données, c'est la loi. Donc on n'y a pas le droit. Même à but statistique alors après autorisation de la CNIL, d'accord, et dans des cadres extrêmement précis et sur recommandation de la HAS, etc., on peut arriver à extraire certaines données. Mais ce ne seront certainement pas nous qui les traiterons. Là, il y a une frontière complètement étanche. Pareil, l'employeur, notamment l'entreprise, n'a absolument pas accès aux données. Mais là, pareil, c'est à nouveau la différence, c'est que c'est inscrit dans la loi. Donc, on est dans un registre où la data, à ce jour, ne peut pas être utilisée d'un point de vue médical. Ouais. Question toute simple, est-ce que c'est à l'entreprise de se préoccuper de la santé de ses collaborateurs? Qu'elle se préoccupe, on lui demande déjà beaucoup de choses à l'entreprise, qu'elle se préoccupe de la sécurité, ça c'est une évidence des collaborateurs, de leur bien-être au travail, ça aussi, ça semble une évidence. Mais se préoccuper de leur santé, est-ce que c'est à l'entreprise de s'en occuper? Est-ce qu'on n'est pas là dans le domaine strictement privé des individus? Je pense que la question mérite d'être posée. C'est pour ça que je la pose. Puisqu'on est dans un système en France qui est très différent de ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, ce que vous citiez, où là, l'entreprise a pleinement son rôle. Maintenant, nous, on est là évidemment pour se poser la question, mais aussi pour aider à répondre à un besoin. Je pense que personnellement, que l'entreprise, oui, peut être un espace de santé. Quand on voit aujourd'hui en France que 20% des cadres renoncent aux soins par manque d'accès à un médecin, bien sûr, tout le monde préférerait aller chez son médecin. Mais il se trouve que même dans Paris Intramuros, il va manquer 800 à 900 médecins généralistes aujourd'hui pour couvrir la population. Que dans la vraie vie, tout le monde aimerait aller chez son médecin traitant, mais parfois ce n'est pas possible. D'accord ? Et donc, à ce moment-là, cela a un impact sur l'entreprise en termes de coûts. Et cela peut coûter très cher en termes d'absentéisme. En France, c'est estimé à peu près à 1 400 € par an et par salarié, les coûts de l'absentéisme pour des raisons de soins. Donc, à partir du moment où cela a un impact sur l'activité, il me semble que l'entreprise peut être un espace de santé, mais attention, qui n'a pas et qui n'aura pas, à mon sens en France, vocation à remplacer qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est à nouveau très complémentaire. Et cela ne doit intervenir, à mon sens, que de manière un petit peu exceptionnelle dans le cadre des consultations, d'accord ? Mais par contre, dans le cadre de la prévention, pourquoi pas en coordination avec la médecine du travail, d'accord ? Là, oui, il peut y avoir une action très forte. Ouais, Pierre Brun, on a déjà la médecine du travail. On a un nombre de médecins comme relativement conséquent, en tout cas dans les chiffres, en France par habitant. Est-ce que c'est à l'entreprise aujourd'hui de se
préoccupé de la santé de ses collaborateurs? Moi, je pense que elle a un rôle à jouer dans tous les cas. Puis même aujourd'hui, dans certaines de ses obligations, de ses engagements aujourd'hui, elle a un rôle à jouer en termes de prévention, de bien-être au travail. Donc nous, on le sait très bien, auprès de nos entreprises qui nous consultent ou nos entreprises adhérentes dans le cadre d'appel d'offres, il y a des demandes très fortes aujourd'hui dans ce domaine-là, pas notamment de téléconsultation, hein, ça peut arriver. On a par exemple, pour être très très concret, beaucoup de demandes qui vont tourner et à travers ça, on va mieux comprendre ce qu'il peut y avoir derrière aussi. Sur les gestes et postures, par exemple, pour des entreprises sollicités comme Leroy Merlin ou d'autres, et ils sont très intéressés par ça parce qu'en même temps, ils y voient de la performance aussi derrière, parce que quand on est toute la journée derrière sa caisse ou dans les ateliers, enfin, ou dans les rayons pour conseiller, ça a un impact très important aussi sur la performance économique de l'entreprise. On a également aussi beaucoup de demandes, hein, je vous donne les plus nombreuses, sur tout ce qui va tourner autour du stress et du sommeil. Là, c'est énorme. Qu'est-ce que vous pouvez proposer dans le domaine? On a également beaucoup de demandes dans le domaine de l'activité physique et dans le domaine de l'alimentation, et notamment dans les entreprises du tertiaire, où tout le monde, et ça c'est bien, se rend compte que les gens sont trop sédentaires, et ils nous demandent, mais qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour que nos salariés bougent un peu plus dans leur quotidien, Est-ce que ça veut dire, dans ce cas-là, si l'entreprise, vous me dites tous les deux, l'entreprise, pour des raisons d'ailleurs différentes, a finalement une forme de responsabilité vis-à-vis de ses salariés, soit parce qu'elle ne leur laisse pas le temps d'aller chez un médecin, c'est quelque part ce que vous nous dites aussi, Franck Bodino, en raison de la charge de travail, soit parce que dans les conditions de travail, sédentarité ou au contraire gestes parfois répétitifs ou dangereux, elle a aussi cette responsabilité-là. Est-ce que ça veut dire, à contrario, que le salarié a une responsabilité également vis-à-vis de son entreprise? Employeur, je pourrais dire après tout, salarié, regardez, je vous ai mis un programme qui vous incite à bouger parce que je trouve que vous êtes trop sédentaire face à votre ordinateur et que vous avez maintenant des problèmes qui entraînent, je ne sais pas, des excès de poids, des arrêts de travail ou autre. Je vous demande de bouger pour aller mieux. Alors, je pense qu'on va avoir la réponse comme ça aussi. On peut être acteur de sa santé. Nous, c'est un des grands axes de travail qu'on a là dans Harmonie, et pas faire que subir, on est acteur. Par contre, ce que je voulais dire par rapport à tout à l'heure sur les entreprises, je pense que ce qui est à saluer quand même, c'est que ça a été encouragé dans le cadre de l'accord national interprofessionnel de 2013 aussi, c'est bien remettre le bien-être au travail au cœur aussi de plein de réflexions dans les entreprises. Et ça, c'est tout à l'honneur des entreprises et des RH actuellement de s'en préoccuper. Et donc, autour de ça, c'est un vrai dialogue qui s'instaure dans les entreprises avec des actions à la clé autour des conditions de travail, des temps de travail, etc. Mais également aussi, ça inclut dans l'entreprise les notions de responsabilisation, d'autonomie, de perspectives données aux salariés. Donc on sent qu'il se passe plein de choses aujourd'hui autour de ça, et des actions qui essaient de se mettre en place. Et c'est la combinaison de ces éléments entre eux qui, pour l'entreprise, c'est une entreprise aussi, peut donner de la performance aussi supérieure à l'entreprise. Mais également, le salarié, il est mobilisé en tant que tel, parce que, exemple, quand il est dans un programme comme Better Rise, ce qui peut être très intéressant pour lui, c'est que ça va au-delà de sa sphère professionnelle. Ça concerne sa vie de tous les jours, même en dehors de l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est vrai, les frontières entre vie professionnelle et vie privée explosent. On cite souvent le cas du smartphone. C'est un exemple incroyable. On regarde ses mails à la maison et en même temps, on téléphone à des copains au boulot. Pour le bien et pour le mal aussi, Mais en même temps, ça peut être très pratique aussi. Mais donc, les frontières explosent, mais en même temps aussi, ça peut être très, très pratique. Ouais, Franck Bodino, les frontières explosent. Les frontières ont complètement explosé entre espace privé et espace de travail. En faisant bien le distinguo entre acte médical, bien sûr, et bien-être et santé de manière générale, je vous pose quand même cette question. Si on donne finalement des droits aux salariés d'avoir une meilleure prise en compte de sa santé sur le lieu de travail, est-ce que derrière cela n'entraîne pas un devoir vis-à-vis du salarié ? Alors, je ferai quasiment la même réponse que vous. Je crois qu'il y a une demande pour que chacun, et c'est une demande individuelle, se réapproprie sa santé. Maintenant, la notion que vous introduisez, c'est une notion d'obligation à travers le devoir. Je crois qu'on a tous des devoirs citoyens, qu'on soit salarié ou pas salarié. Mais dans le domaine de la santé, là c'est le médecin qui parle, on ne va pas distinguer une personne qui se sera soi-disant mieux prise en charge ou pas. Déontologiquement et de manière éthique, en France, et je participe de cette pensée, c'est très difficile à admettre, parce qu'on a encore dans ce pays le choix du libre arbitre. Libre arbitre, il y a des gens qui fument, il y en a qui ne fument pas. C'est pas pour ça qu'ils seront moins bien assurés. Dans d'autres pays, c'est différent. En France, on a encore le droit d'avoir certains comportements parce qu'on a envie de les avoir. Donc il y a de vraies réflexions éthiques
derrière votre question. Ce sont les limites du modèle anglo-saxon, par exemple, où effectivement les primes que va payer l'employeur vont plus ou moins bouger selon les risques des salariés ou selon l'inclusion de salariés dans ce type de programme. Je ne dirais pas que c'est une limite, je dirais que ce sont deux sociétés différentes de ce point de vue-là. Donc je pense que ce que l'on peut proposer peut être similaire, après la manière que l'on aura de traiter les cas sera différente. Pierre Brun, juste en guise de conclusion, tout état de cause, e-santé ou pas e-santé, vous rappelez aussi une chose, c'est que l'e-santé ou des solutions comme celles que l'on a proposées ne sont que des briques, ne sont que des parties finalement de la santé et de l'entreprise. Le digital ne changera pas tout. Les entreprises peuvent aussi plus s'impliquer au niveau de la santé de leurs salariés sans passer par ça. Moi, je pense effectivement, dans tous les cas, ça sera, c'est des moyens quand même fabuleux quand on utilise le numérique pour rendre accessible au plus grand nombre et dans des zones géographiques où il n'y a pas de soins ou autre, donc c'est fabuleux, ça permet d'accéder aux soins et c'est très égalitaire aussi en termes d'accès. Ça, c'est formidable. Après, effectivement, et même en revenant au premier sujet tel qu'il était, si on raisonne même performance économique pour une entreprise, c'est pas parce qu'effectivement elle fera Betterize ou une cabine de téléconsultation ou autre chose dans son entreprise que ses résultats vont être multipliés par 2 ou par 3 le lendemain. C'est sûr que c'est pas possible. En même temps, ça va y contribuer certainement, mais ce qu'on sait, et ça c'est intéressant, c'est que c'est une espèce d'équilibre à trouver, on en parlait tout à l'heure, entre ces fameuses conditions de travail, temps de travail, des fois les déplacements, domicile-travail, ça contribue au bien-être et chacun a des situations différentes. Mais c'est même pas suffisant, il faut que l'entreprise aussi y intègre, et elle le fait déjà, les perspectives d'évolution, l'autonomie, la responsabilisation. Exemple très concret, il y a quelques études qui ont été faites sur tous ces sujets-là. Là, il y a des choses qui ressortent fortement, par exemple l'autonomie, par exemple, plus une entreprise accorde d'autonomie à ses salariés, ça a un impact certain sur sa performance et sur le bien-être et la satisfaction du salarié. Donc on voit là, on ne parle pas de digital, on parle de politique RH, de management, etc. Donc on voit qu'il y a d'autres leviers pour le faire. Donc c'est un ensemble de moyens qui vont faire que l'entreprise sera plus performante. Mais également, ce qui est intéressant de voir, c'est pas voir que l'entreprise qui va chercher de la performance, mais ça rend aussi peut-être le salarié encore mieux dans sa vie de tous les jours. C'est ce qu'on cherche à faire à travers Betterize ou d'autres solutions ou des cabines ou autres sûrement, mais c'est que le salarié se sente mieux aussi dans sa tête et dans son corps. Et on pense que c'est très important. En tout cas, ça sera intéressant de voir dans les prochaines années quel modèle on va suivre, si on continue sur un modèle comme celui-ci, un modèle qui fait plus de pression peut-être sur le salarié, mais qui lui donne des droits, ou un modèle à l'anglo-saxonne où les choses varient un peu plus fortement. J'ai une petite précision à vous donner quand même pour le modèle à l'anglo-saxonne. Il ne faut pas le diaboliser aussi. Là, ce que je voulais dire pour les entreprises, c'est important que les entreprises, ce qu'on a cru comprendre, peut-être pas tout compris, intégrer au mieux ce type de suivi pour piloter leur régime collectif. Oui. En entreprise, ce n'est pas une personne qui va payer plus, c'est le régime collectif de l'entreprise. Donc ce qui incite l'entreprise à avoir des salariés en meilleure santé. En bonne santé. Merci en tout cas à tous les deux de ce débat et puis à bientôt.